alpha-3, alpha-5, bêta-4 augmente la dépendance au tabac. La dépendance au tabac augmente le risque de cancer du poumon. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de lien entre le cancer du poumon et l'alpha-5, alpha-3, bêta-4, mais que c'est uniquement en augmentant le facteur de risque qui, lui, est bien impliqué. Ce n'est pas faux, puisque vous avez vu que quand on regarde chez que des consommateurs de tabac le risque du cancer du poumon, il y a bien une prédictivité, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'on a vu que même quand on conserve cette notion d'absence ou présence de cancer du poumon, on garde un effet sur la consommation de tabac. En tout cas, ce n'est pas faux. Deuxième point, est-ce qu'il s'agit d'une interaction gène-environnement? Alain Malafosse y reviendra certainement, je vais aller vite, mais c'est le fait qu'il y a l'existence d'un facteur de risque qui est la consommation de tabac, il y a l'existence d'un facteur de risque qui est la présence de l'alpha-5, alpha-3, bêta-4, et les deux ensemble ont des effets supérieurs à l'effet individuel de chacun. Donc allons voir qu'est-ce que fait ce gène, pourtant très lié à l'impact direct de la nicotine contenue dans le tabac, avec les autres substances addictives. Parce que je le rappelle, l'acétylcholine, il y en a aussi dans le noyau accumbens. Le noyau accumbens, on en a besoin dans l'organisation, ne serait-ce qu'en l'activation dopaminergique pour mettre en place ces processus de récompense. Et vous avez là une étude large sur une grosse population de sujets avec alcoolodépendance, et vous trouvez qu'il y a une association très forte avec un grand nombre de marqueurs polymorphes à l'intérieur de cette grande étude, où il y a plus de 1000 sujets à chaque fois, et avec deux populations différentes qui, toutes les deux, retrouvent une association. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce qu'on doit tirer de ces informations, si vous voulez bien me suivre? L'analyse genome-wide nous a révolutionné l'approche gène-candidat. Ça requiert des énormes échantillons, et donc un travail de chacun d'entre nous comme cliniciens pour participer à une bonne évaluation de base, peut-être pas encore suffisamment fine. La sélection appropriée de patients et des contrôles, on n'en parle jamais assez, mais la qualité du contrôle, c'est une énorme partie de la qualité de ces études. Que l'essentiel des études qui sont réussies à avoir des résultats intéressants sont des origines ethniques relativement importantes, hein, et donc ça, c'est plutôt les Islandais. Et que la réplication, c'était le premier travail de Nature, est vraiment absolument indispensable. La fonctionnalité de la mutation, hein, elle est de toute façon maintenant considérée comme vraiment sine qua non pour pouvoir dire qu'on a vraiment eu un résultat intéressant. Que les complications sévères, comme le cancer du poumon, ont été la porte d'entrée, c'est peut-être pas pour rien. Ça veut dire que, par exemple, pour le sida, on a peut-être, pour l'hépatite C, pour la toxicomanie, on a plutôt devrait s'intéresser à l'hépatite C et au sida, plus qu'à la toxicomanie avec injection toute seule. Et prévenir les confusions dans la place du gène, c'est de dire qu'on a quelque chose avec un gène, mais qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Et donc, à chaque fois, tenir compte du fait que ces facteurs génétiques ne sont pas indépendants des facteurs environnementaux, qu'ils peuvent interagir, qu'il y a plusieurs facteurs génétiques, que ça amène à beaucoup de flou. Et donc, ce qu'il nous faut pour avoir une meilleure explication de ça, c'est une explication plus détaillée de l'interaction gène-environnement, qui sera l'objet de la prochaine présentation par Alain Malafosse. Thank you for paying attention. Donc, ce que je vais tenter de vous faire aujourd'hui en vous parlant spécifiquement des études d'interaction gène-environnement, c'est vous montrer comment, pourquoi, ce qui est encore très embryonnaire peut être aussi un développement sans doute complémentaire à ces GWAS et à leurs résultats si stimulants obtenus ces derniers mois, essentiellement dans le domaine des addictions. Alors, un bref rappel pour ce qui concerne les études d'association pangénomique, Whole Genome Association. L'idée ici, vous l'avez compris, est non pas d'explorer quelques SNP, même quelques centaines de SNP. Les SNP veut dire polymorphisme de l'ADN, polymorphisme nucléotidique simple, à l'intérieur d'un ou de quelques gènes candidats, mais c'est d'explorer de tels polymorphismes répartis sur la totalité de notre génome, idéalement pour couvrir les quelques 3 milliards de paires de bases que contient notre génome. Philippe vous l'a dit, les premières études comportaient à peine 30 000 de ces polymorphismes, très largement insuffisants pour couvrir avec une densité suffisante tout notre génome. Il existait encore des trous importants dans lesquels, très probablement, pouvaient se cacher des variants d'intérêt. En très peu d'années, la technologie a permis et permet aujourd'hui d'utiliser couramment aujourd'hui des puces de 1 million de SNP et très très prochainement, en effet, des puces à plusieurs millions de SNP. On arrivera, dans très peu de temps, dans quelques mois, à disposer d'études à très haute densité d'analyse génétique. Mon idée est d'arriver à vous
justifier pourquoi nous devons envisager des études d'interaction gène-environnement en général dans le domaine des comportements, en particulier ici bien sûr dans les addictions, il y a, pour des raisons qui sont très facilement compréhensibles, une nécessité aujourd'hui de défendre des études GWAS, des études pangénomiques, d'analyse de millions de SNP, de millions de polymorphismes, dans des populations de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes, étant donné les investissements, encore une fois, qui ont été réalisés. Il y a donc, d'un côté, actuellement, un très fort courant visant à défendre cette hypothèse générale, parce qu'il faut bien comprendre que derrière ces études, il y a cette hypothèse générale, qu'on appelle maladie commune, variant commun. Ces maladies sont communes, et la composante génétique qui est responsable, qui contribue à ces maladies communes, est expliquée par des variants communs qui ont des effets faibles chacun individuellement, mais qui, associés les uns aux autres, contribuent significativement à cette maladie. Alors je vais essayer de, aujourd'hui, simplement vous présenter cette approche qui vise à prendre en compte, de manière aussi massive que le font les études d'associations pangénomiques, donc en ne prenant en compte que la composante génétique au sens strict, donc en prenant en compte à la fois cette composante génétique et cette composante environnementale, mais ici ensemble et dans les mêmes études, menées par un épidémiologiste, Avrasholom Caspi, qui défend une double idée, qui est résumée dans ce tableau, dans cette diapositive. La première est que, certes, il peut exister quelques variants qui contribuent très significativement à la vulnérabilité aux troubles. C'est la ligne A. Un variant génétique peut expliquer une part suffisante de la variance phénotypique d'un trouble pour être identifié par lui seul, en particulier via des études pangénomiques. Mais très probablement, ceci concernera qu'un très petit nombre de variants, et comme vous l'a indiqué Philippe, encore une fois, ces variants génétiques, très probablement, ne contribuent pas directement à la vulnérabilité aux troubles, à la vulnérabilité aux addictions, mais à un ensemble de ce que l'on appelle des endophénotypes qui, secondairement, vont être contributifs à la vulnérabilité à ces troubles-là. Un des endophénotypes classiques avancés, je ne discuterai pas plus avant ce point-là, mais par exemple, c'est tout ce qui concerne les dimensions de personnalité. Il n'est pas impossible que ce qui est commun à différents troubles soit des dimensions de personnalité qui, donc indirectement, vont contribuer à cette vulnérabilité, à ces troubles-là. Le deuxième axe défendu c'est la ligne C, par Caspi, à l'époque, était qu'en fait, ces variants génétiques ne contribuent pas à la vulnérabilité aux troubles directement, par eux-mêmes, mais en fait modulent les conséquences d'exposition à l'exposition à certains facteurs environnementaux. Ici, ces variants génétiques, simplement, dans cette hypothèse et en la présentant schématiquement, rendraient des personnes dépendantes, rendraient des personnes atteintes de cancer du poumon, par exemple, ou d'insuffisance artérielle, que lorsqu'elles sont exposées au tabac. Ce ne sont pas en soi des variants de vulnérabilité, ce sont des variants contribuant à une réponse plus sévère ou à une réponse pathologique à un environnement donné. Alors évidemment, la nicotine, le tabac, la cigarette sont des facteurs environnementaux que l'on sait très bien par eux-mêmes suffisants pour expliquer une part importante, mais il n'y a probablement pas que la nicotine, il n'y a probablement pas que la cigarette, il y a certainement d'autres éléments à prendre en compte et surtout des sous-populations à plus haut risque à identifier, c'est l'hypothèse générale défendue ici. Qu'est-ce qu'il en est dans le domaine des addictions ? On sait très bien que toute personne exposée à ces substances ne va pas développer d'abus, de dépendance, de complications somatiques et diverses, que très probablement donc, et ceci est quand même basé sur des études épidémiologiques solides, cette évolution vers l'abus, vers la dépendance, vers les complications diverses, est en partie, et en partie importante, expliquée par une composante génétique. Caspi, encore lui, en 2005, a rapporté dans
la même population, ou extrait de la même population, une interaction